Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire organisé par Technique de l'ingénieur en collaboration avec l'ENSIAT. J'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux intervenants de ce matin, donc Monsieur Christophe Marvillier et Monsieur Nasser Nasri. Monsieur Marvillier, vous êtes responsable de la chaire des systèmes énergétiques et président du conseil scientifique et de perfectionnement de l'ENSIAT. Vous êtes également professeur au CNAM. Monsieur Nasri, vous êtes docteur ingénieur en énergétique. Vous êtes également enseignant et référent de la filière énergétique au CNAM Grand Est. Aujourd'hui, vous allez nous introduire à la grande question très actuelle, comment dépasser les verrous au développement de l'hydrogène décarboné. Cette présentation va durer environ 45 minutes et nous réserverons les 15 dernières minutes pour une session de questions-réponses. Voilà, donc Monsieur Marvillier et Monsieur Nasri, vous êtes également auteurs pour les techniques de l'ingénieur puisque vous avez collaboré et vous continuez de collaborer à notre rubrique de fiches pratiques sur la transition énergétique. Donc je vous remercie pour cette collaboration fructueuse. Je vous laisse donc la parole pour notre présentation de ce jour qui s'intitule Comment dépasser les verrous actuels au développement de l'hydrogène décarboné. Je passe du coup la parole à Monsieur Marvillier qui va commencer cette présentation. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Et donc nous allons aborder au fond un sujet qui est d'actualité, comme ça a été signalé, qui est complexe et on va essayer justement de surmonter cette complexité pour représenter une perspective pour cette filière hydrogène. Alors, l'enjeu évident, c'est un rappel peut-être inutile, mais c'est toujours bon de le faire, c'est au fond l'hydrogène s'inscrit totalement dans une logique de décarbonation de l'énergie et des usages énergétiques. Je rappelle très rapidement que nous sommes confrontés à des problématiques d'augmentation de concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui sont présentées ici par la quantité émise chaque année, et plusieurs scénarios sont possibles. Les scénarios qui sont vertueux, qui sont ici en bleu, et les scénarios qui sont presque très délicats et envisagés, qui sont ici en rouge, et qui sont des scénarios où la quantité de carbone émis dans l'atmosphère continue à croître de façon massive jusqu'aux années 2100. Alors les conséquences, admis maintenant de façon assez générale de l'augmentation de température associée à cette émission de carbone, amène à bien sûr se donner les limites en termes d'émissions de carbone pour bien sûr éviter une augmentation trop problématique des températures de l'atmosphère. Et l'hydrogène rentre dans cette problématique. Alors pourquoi ? L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique tout d'abord. Donc au fond, en quoi ce vecteur énergétique peut apporter une solution ? Tout d'abord, vecteur énergétique veut dire qu'il y a une énergie primaire en amont. Et l'énergie primaire en amont, ça peut être du combustible fossile, hydrocarbures, ça peut être aussi de la biomasse, ça peut être aussi des énergies qui sont des énergies renouvelables de type solaire ou éolien. Et tout simplement, cette énergie, on va la convertir en hydrogène sous forme par différents procédés, qui peuvent être aussi bien des procédés d'électrolyse de l'eau, ou des procédés de pyrolyse de la biomasse, ou des procédés de vaporéformage ou de gazification des hydrocarbures. Il est évident que ces procédés n'ont pas le même impact en termes d'émissions de carbone. Il est clair que si on veut parler de décarbonation, il faut s'assurer que si vous traitez d'hydrocarbures, en définitive, le carbone émis par ce procédé soit capturé. Par contre, si vous faites une électrolyse de l'eau, vous produisez de l'hydrogène et de l'oxygène, et à ce moment-là, il n'y a plus de carbone émis, et donc vous êtes sur un processus qui intrinsèquement est vertueux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cet hydrogène ? Il faut le stocker, il faut le transporter, et c'est bien sûr
un processus complexe qui nécessite des grosses infrastructures et qui, bien sûr, est coûteux également en énergie, il ne faut pas l'oublier. Pour ensuite terminer par un usage. Alors les usages traditionnels de l'hydrogène sont les usages industriels. Que ce soit pour faire de l'ammoniac, des produits organiques, pour le raffinage. L'hydrogène est majoritairement aujourd'hui consommé pour les procès industriels. Ça peut devenir un vecteur énergétique, un carburant, dirons-nous, pour un moteur à explosion ou surtout pour des piles à combustible et pour des véhicules lourds ou des véhicules légers. Et puis, ça peut être aussi un vecteur pour produire de l'énergie électrique à nouveau, par exemple. Donc, vous voyez que, au fond, cette filière est complexe. Alors, est-ce que toutes les filières qui sont identifiées ici, toutes les lignes de transformation qui sont présentées ici, sont à des niveaux de développement satisfaisants? C'est à nous de vous le présenter. Alors, les 6 questions que je souhaitais aborder dans cette présentation, tout simplement, c'est 6 questions qui, au fond, sont des éléments indispensables pour le développement de cette filière. Tout d'abord, il faut bien sûr décarboner la production et les usages d'hydrogène. Ça, c'est la condition nécessaire puisque c'est l'objectif primaire. Ensuite, il faut maîtriser le développement technique des composants de la filière. C'est une question. Il faut bien sûr que les performances énergiques soient intéressantes, alors, comme ça, ou en tout cas comparables à performances énergiques des filières concurrentes. Quelles sont les filières concurrentes? C'est la filière tout électrique, par exemple. Il faut mettre en œuvre des matériaux durables, durablement accessibles et, si possible, éventuellement recyclables. Il faut ensuite réfléchir à la qualité des échanges internationaux, si possible des équilibres entre pays pour qu'il y ait des échanges adaptés. Et enfin, dernier point, la problématique des normes et réglementations qui doit devenir, parce que je pense qu'aujourd'hui on n'y est pas encore, devenir cohérente, notamment sur le territoire de l'Union européenne. Alors, première phase, décarboner la production et les usages de l'hydrogène. Bon, j'ai représenté ici le contenu carbone, donc kilo de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et vous voyez, donc ça s'exprime par des valeurs comme 2 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, notamment, par exemple, pour la production d'hydrogène, par exemple, à partir de charbon et de captation de CO2. CCS, captation de CO2, avec un taux de captation très important. Vous voyez déjà qu'avec des hydrocarbures ou des fossiles, le niveau le contenu CO2 est élevé. C'est-à-dire que les solutions vertueuses sont plutôt dans ce secteur-là, c'est-à-dire la biomasse avec captation de CO2, l'électrolyse avec renouvelable ou l'électrolyse avec nucléaire. Les solutions combustibles fossiles, on voit bien qu'ils s'éloignent d'un objectif de décarbonation effectif. Bon. Alors, ceci suppose, évidemment, un développement massif de l'énergie renouvelable. Alors, dans un point de vue, il y a un lien vertueux entre hydrogène et énergie renouvelable, tout simplement parce que l'énergie renouvelable auxquelles on pense et qui sont les plus courants, ce sont éoliens, photovoltaïques, et ce sont des énergies intermittentes. Et donc, l'intérêt de l'hydrogène, c'est tout simplement d'assurer ce stockage d'énergie électrique produit par ces dispositifs, stockage que ne permet pas la simple filière énergétique électrique. Mais bien entendu, c'est aussi un pari sur l'avenir pour une décarbonation massive des énergies primaires. Donc vous voyez ici le renouvelable, le nucléaire qui prend son poids dans certains pays. Et ce sont donc les énergies à privilégier. Alors ici, je vous donne un scénario, tout scénario bien sûr étant contestable, mais un scénario qui est le scénario, donc on réduit les émissions de CO2 en 2050 à des niveaux très très faibles. Ça, c'est le scénario que propose l'Agence internationale de l'énergie. Alors, si bien entendu, on bascule sur une économie basée sur des énergies renouvelables et de l'hydrogène, ça bouleverse bien entendu nos usages. Que ce soit ici les voitures électriques,
que ce soit aussi les camions, les transports lourds avec pile à combustible utilisant de l'hydrogène, ça soit bien sûr la production d'hydrogène qui doit devenir massive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2020, 24, 25, 2024, on produit à peu près 100 mégatonnes par an d'hydrogène, et que bien entendu, si on veut couvrir un grand nombre d'usages, il faut bien sûr multiplier cette production d'hydrogène de plusieurs fois à échéance 2050. Alors, si on fait la photographie de l'usage énergétique aujourd'hui, 2022, à gauche ici l'énergie primaire. Vous voyez, bien sûr, vous ne voyez pas apparaître l'hydrogène, puisque l'hydrogène n'est pas une énergie primaire. L'hydrogène, vous voyez ici, apparaît comme un vecteur. Il apparaît ici de façon très modeste d'ailleurs, ici. Et vous voyez le poids essentiel en termes de pétrole, de charbon, de gaz naturel, de bioénergie et plus modestement de nucléaire. Les usages, c'est à droite. Vous voyez les usages, vous tournez les usages habituels, automobiles, camions, trains, etc., etc. Alors, comment va changer ce paysage énergétique dans quelques dizaines d'années? C'est ce que prévoient certaines institutions. L'idée étant, comme vous le voyez, que l'énergie primaire consommée a totalement changé. Le pétrole s'est réduit fortement, le charbon excessivement a été réduit de façon très massive, les bioénergies ont augmenté, et puis vous voyez bien sûr une augmentation très massive des énergies renouvelables sous la forme de solaire, d'éolien et de nucléaire. Et l'hydrogène apparaît ici, tout simplement comme un vecteur qui va alimenter. Alors qu'est-ce qui va alimenter l'hydrogène? Tout simplement les processus de transport, pour certains, pas tous certainement. On peut penser par exemple à des transports lourds, à du maritime. L'industrie, bien sûr, on va voir par la suite que l'industrie est consommateur d'hydrogène, et la production d'électricité, par exemple, ou de chaleur, dans des centrales thermoélectriques. Alors, si on fait le bilan aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure 100 mégatonnes, vous voyez qu'on est à peu près en 2022, pas loin des 100 mégatonnes annuelles, et pour le monde entier. Vous apercevez que l'origine de cet hydrogène est essentiellement carbonée, c'est du gaz naturel, ici en très clair, c'est du charbon et c'est des sous-produits du raffinage pétrolier. Donc c'est ça l'état actuel de l'hydrogène aujourd'hui, 2024. Donc il y a du travail. Pour la décarboner, il y a beaucoup de travail à faire. Où sont ces usages? Ces usages, vous voyez que ces usages ne présentent pas une croissance extraordinaire, vous voyez, légère mais raisonnable, que la production, les sources restent du fossile, sans captation de CO2, donc without CO2 capture, donc pas de captation de CO2, donc l'émission de CO2 est massive, voyez. Et les gros usages, c'est production d'ammoniac, production de méthanol, aciérie et raffinage. Bien. Alors, quelles sont les perspectives? À court terme, c'est-à-dire 2030. Eh bien, à court terme, c'est développer les deux filières non carbonées, c'est-à-dire l'électrolyse et les fossiles, mais avec captation de CO2. Et vous voyez que les quantités prévues à échéance de 5-6 années sont malgré tout importantes, mais modestes. 3 mégatonnes, 1,5 mégatonnes, pour partir actuellement de quasiment zéro, soyons clairs. Quasiment zéro. Donc il y a malgré tout, malgré l'ambition 2030 qui reste modeste, il y a quand même un gros travail des développements technologiques et d'investissement. Alors, vous allez avoir un premier sondage et je laisserai la parole à mon collègue. Alors, êtes-vous impliqué ou serez-vous impliqué prochainement dans un projet d'hydrogène décarboné? Et c'est assez incroyable, mais vous êtes autant à avoir répondu oui que non. Donc 63 oui et 63 non. Donc voilà. Bon, donc pour poursuivre un peu sur les éléments qu'a fourni mon collègue M. Marvillet, nous allons voir la maîtrise actuelle des développements techniques qui concernent l'ensemble des composants de la filière. Donc
On va voir en particulier sur ces différentes strates, hein, qui commencent par le bleu foncé et qui se terminent par rapport à du jaune. Donc la première strate que vous voyez vers le haut est considérée comme une strate où la technologie est mature. Elle est mature dans le sens où nous avons les procédés concernant l'ammoniac et les procédés d'électrolyse en particulier. Donc, dans ces procédés-là, il y a déjà un certain nombre de productions actées et qui fait que la situation est mature. Plus en bas, au-dessous du violet, vous avez une partie qui est émergente, qui est l'industrie, hein, qui est l'industrie à émergence, qui permet de dire que dans un faible délai, nous pourrons avoir effectivement la liquéfaction de l'hydrogène qui permettra effectivement de réseauter et d'avoir suffisamment de distribution de cette production liée à l'électrolyse et aux aspects ammoniaques. Plus bas en vert, vous allez avoir l'aspect démonstratif, où on considère que ce qui se fait au niveau de la production avec récapture du CO2, ça donne un aspect un peu démonstratif dans le sens où on n'a pas encore des grandes quantités produites. En jaune, vous avez la strate qui concerne les prototypes à large diffusion, c'est-à-dire des essais qui se font notamment dans l'extraction de l'hydrogène, hein, dans la gazéification, et plus bas, vous avez tout ce qui est prototype à petite échelle, qui concerne beaucoup plus tout ce qui est la pyrolyse et d'autres systèmes chimiques. Donc on voit bien que la disponibilité sur le marché accède très peu aux technologies et que les technologies qui restent matures aujourd'hui sont bien l'électrolyse et les électrolyseurs d'une manière générale et les aspects ammoniaques. Voilà. Dans ce même ordre d'idée, le paysage des localisations que je vous présente ici concernant le développement de ces techniques est lié à, bien sûr, une localisation géographique. Et là, on voit des concentrations assez particulières des projets par électrolyse, notamment en Europe et en Chine, avec un nombre très significatif d'installations qui sont opérationnelles et qui restent de petite taille, et en Australie, aux États-Unis et en Afrique, de très gros projets qui ne sont pas toujours encore aboutis à ce stade, mais qui sont prometteurs au niveau, notamment au niveau de la centralisation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des systèmes de grosse production centralisés qui seraient nourris par exemple, des électrolyseurs, qui seraient donc nourris abondamment par un aspect uniquement photovoltaïque ou un mix photovoltaïque éolien, et qui permettrait donc de décarboner cette production d'hydrogène. Donc on peut considérer qu'on peut passer sur deux modèles de production essentiels aujourd'hui. Une production centralisée qui serait dédiée à des pays qui deviendraient presque exportateurs, je dirais, et une production décentralisée qui pourrait être dédiée donc à des petites installations, hein, ou des installations modulaires qui permettraient donc d'alimenter les réseaux urbains et les réseaux industriels. Voilà. Dans le même ordre d'idée, si on regarde l'aspect mature, c'est-à-dire l'aspect électrolyseur, qui est aujourd'hui la technologie clé qui a atteint sa maturation, les paramètres de performance que l'on observe ici concernent l'aspect alcalin, l'aspect électrolyseur à échange de protons, PEM, et l'aspect électrolyseur à oxyde solide. On voit bien que ces types d'électrolyse, alcalin, PEM et SOEC, ont divers avantages et divers inconvénients. Si l'on prend l'alcalin, nous avons le moindre, sur une notion de coût moins élevée. En revanche, elle est sur une utilisation d'hydroxyde de potassium. L'hydroxyde de potassium, lui,
a un coût qui est quand même assez difficile à gérer par sa dangerosité. Et sachant que on a aussi, par rapport au système alcalin, un comportement qui est pas aussi dynamique que l'on peut retrouver dans les PEM, c'est-à-dire dans les électrolyseurs à échangeurs à protons en dessous, en PEM. Ceux-là, les PEM ont une consommation entre 50 et 80 kWh par kilogramme pour pouvoir, c'est la consommation électrique nécessaire qu'il faut mettre. Et là, vous avez un meilleur comportement dynamique et vous avez par contre un coût plus élevé. En revanche, plus bas, pour les électrolyseurs à oxyde solide, hein, vous voyez que vous obtenez des meilleurs rendements puisqu'on est des coûts Alors les coûts sont bien sûr supérieurs, mais au niveau des consommations électriques, vous êtes nettement plus bas, vous êtes à 45 ou 55 kWh par kilo d'hydrogène produit, et vous avez un coût de l'électrolyseur qui est aux environs de $2000 par kilowatt, ce qui est relativement cher, donc un coût très élevé. Donc vous voyez, il y a trois éléments importants sur ces composants de la filière, dont les paramètres de performance sont différents et les coûts sont bien entendu aussi différents. Donc la technologie qui semble moyennement prometteuse au niveau des coûts et de la réalisation, on est sur les technologies à électrolyseur, à échangeur de protons que vous voyez au milieu du tableau. Voilà. Ces électrolyseurs sont bien sûr très attendus au niveau du développement pour 2030, hein, c'est les seuils que l'on s'est fixés. Les années 2030, vous voyez sur le premier histogramme, vous voyez le développement historique, puisqu'on s'arrête à 2023 sur les technologies. Les technologies les plus hautes restent les technologies que je viens de vous présenter, les technologies PEM, alcaline et oxyde métallique. Donc les proportions sont, vous voyez, assez importantes au niveau historique pour la Chine, que vous voyez en rouge, pour l'Europe, hein, et ensuite pour l'Inde, que vous voyez en jaune. Alors, ces technologies-là sont prioritaires finalement, la technologie alcaline et PEM, et le développement reste aussi bien important en France, enfin en Europe d'une manière générale, qu'en Chine, aux USA. Alors, ces développements continuent à s'améliorer hein, et normalement débouchent aussi sur une nécessité d'une infrastructure de transport, comme on va le voir maintenant. Au niveau des infrastructures de transport, qui dit transport dit aussi stockage. Donc, ça suppose à ce moment-là, de ce que je vous présente est un modèle centralisé. Hein, comme vous voyez, il y a une collecte de l'hydrogène à gauche, hein, de votre grande flèche de distribution. Hein. La collecte de l'hydrogène, sa production, son importation, son stockage. Il est ensuite comprimé et injecté dans la conduite principale que vous voyez au centre. Et à votre droite, vous avez une déclinaison du réseau de distribution, une distribution par rapport à l'industrie, une distribution par rapport aux stations-service. Alors, vous avez de la basse pression qui peut se faire en conduite de plastique. Et puis, vous avez un réseau de transport intermédiaire qui est à haute pression pour les zones de production importantes. En gros, si l'on veut résumer, c'est que l'hydrogène est comprimé, il est collecté, comprimé et injecté dans des conduites principales qui vont vers la distribution et qui vont à basse pression. Voilà. Dans ce même ordre d'idée, cette infrastructure de stockage, malgré le fait qu'on parle de stockage géologique, etc., ce qui ressort le plus souvent, c'est les infrastructures à hydrogène liquide, hein, donc un stockage chimique avec des liquides qui sont porteurs d'hydrogène, hein, comme l'ammoniac, etc., ce que vous voyez dans la zone 1. Hein. La zone 2, où l'on retrouve l'hydrogène comprimé moyennement entre 250 et 700 bars, qui est utile pour les stations-service et le transport par camion.
Et en zone 3, vous voyez le stockage transcritique, c'est-à-dire un stockage cryogénique à très basse température, vous pourrez relever de l'ordre de moins 250 degrés. Ces niveaux de température et de pression sont tout à fait distincts et les coûts d'investissement que l'on observe sont dissemblables dans le sens où, suivant l'infrastructure que l'on considère, on a des coûts d'investissement complètement différents. Par rapport au transport longue distance, qui touche évidemment le modèle centralisé, on privilégie l'hydrogène liquéfié et sa regazéification, la production d'ammoniac et les transformations composés organiques avec ensuite séparation. Alors les liquides organiques porteurs d'hydrogène sont très utilisés et cette distribution est un enjeu crucial par rapport au réseau, parce que sans réseau, il n'y a pas d'utilisateur. Et donc l'idée, c'est d'avoir le plus souvent de liquéfier l'hydrogène et de le transporter de façon après, pour sa reconversion, si l'on utilise de l'hydrogène liquéfié, on peut le regazéifier. Si l'on utilise des composés organiques, on peut travailler sur la séparation. Par rapport à l'infrastructure transport et stockage, la notion que l'on peut retenir, c'est que sur cette figure-là, on décline un petit peu 2021, il n'y a pas de grand développement. Par contre, on s'aperçoit que l'ammoniac, avec sa reconversion et son transport, commence à émerger entre 2022 et 2024 et que l'idée, c'est de trouver un développement sur le stockage en sous-sol, en stockage souterrain, le développement par les pipelines et le développement éventuellement par des infrastructures de gaz, telles que actuellement on pourrait injecter dans des pipelines de gaz naturel une proportion d'hydrogène. Donc les infrastructures nécessitent encore beaucoup d'investissements et en priorité si l'on veut développer le réseau gazier et l'infrastructure liquide de l'hydrogène. Pour l'aspect de stockage liquide et l'aspect ammoniac, on a, comme vous pouvez le voir sur les figures, que nous avons des flottes de tankers et puis nous avons également des terminaux portuaires. Au niveau des échanges, quand on fait une comparaison entre les nécessités d'investir sur l'encombrement par rapport à la densité énergétique de l'hydrogène, on s'aperçoit qu'on a des quantités énergétiques bien plus faibles avec l'hydrogène qui nécessitent des infrastructures bien plus importantes que pour le GNL par exemple. Donc ça nécessite beaucoup plus d'infrastructures à créer pour 2030 ou 2050, qui sont les deux horizons pointés par le GIE. Je vais vous proposer encore une question sondage. À ce jour, quel est l'obstacle majeur au déploiement d'une installation de production hydrogène décarboné? Il y a deux raisons principales qui se dessinent. Pour 38% d'entre vous, c'est un manque de financement. Qui est l'obstacle majeur au déploiement, mais pour 27%, donc juste derrière, c'est un manque de maîtrise technique. Et puis pour les autres, donc vous êtes 15% à avoir répondu peu d'incitation des pouvoirs publics, 12% équipement technique indisponible, et la réglementation complexe, seulement 8%. Donc en grande majorité, c'est un manque de financement ou de maîtrise technique qui sont vos obstacles majeurs. Je redonne la parole à Monsieur Marvillier pour la troisième partie de cette présentation. Alors, merci beaucoup. Alors, troisième question, il faut que la production d'hydrogène et toute la filière hydrogène présente des performances énergétiques acceptables, dirons-nous. Alors, bon, partons de l'électrolyse de l'eau, qui est quand même la filière la plus à privilégier. Bon, grosso modo, quelques données physiques. La molécule d'eau, H2O, va être cassée pour fournir de l'hydrogène et l'oxygène, en plus de la chaleur. Et au fond, à peu près, si on voit les bilans, pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut à peu près, en principe, non. Dans conditions stoichiométriques, c'est 9 kg d'eau pure.
En fait, dans la réalité, il faut un peu plus, 10 à 11 kilos. Et puis, il faut à peu près, alors on a vu les consommations d'électrolyseurs, bon, on va prendre une valeur moyenne, entre 50 et 60 kWh par kilo d'hydrogène produit. Bon, rappelez-vous les valeurs qu'on avait retenues tout à l'heure pour les électrolyseurs. Alors, c'est très variable et ça peut évoluer, sachant que la valeur idéale, c'est un peu plus de 30 kWh par kilo d'hydrogène. Bon, on sera bien sûr toujours plus consommateur avec les équipements techniques. Bon, vous voyez, on voit des valeurs autour de 45. J'ai pris pour l'instant une valeur moyenne de 60 kWh par kilo d'hydrogène produit. Ce qui veut dire, par exemple, que pour une usine qui produirait 1000 kilotonnes par an, 1000 kilotonnes, c'est une installation moyenne, il vous faut à peu près 60 gigawattheures par an. Bien, alors, premier besoin, on l'oublie souvent, mais c'est l'eau. Il faut de l'eau pure. L'eau pure, c'est-à-dire que soit vous partez d'eau de réseau, soit vous partez d'eau de rivière, soit d'eau de mer. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup d'installations sont en bordure d'eau de mer. Eh bien, si vous faites le bilan, bon, je ne vais pas vous décomposer le calcul, mais vous apercevez qu'au fond, pour produire 1 kg d'hydrogène, il vous faut 10 litres d'eau pure, ce qui n'est pas d'eau potable, de l'eau pure, déminéralisée, et une consommation proche entre 35 à 45 Wh par une technique de purification par osmose inverse. Alors ça veut dire qu'au fond, si on veut faire une installation de 1000 kilotonnes, ben, il vous faut 10 000 mètres cubes par an d'eau pure, à peu près donc presque 30 mètres cubes par jour d'eau pure, soit sur une année 200 000 mètres cubes par an d'eau de mer. Bon, une consommation énergétique de 50 mégawattheures, donc qui va rester relativement marginale. Bien sûr, cette consommation existe, mais enfin elle reste marginale par rapport aux autres postes énergétiques d'une filière de production hydrogène. Alors, on parle d'énergie renouvelable. Je me suis focalisé sur le photovoltaïque. J'ai représenté, si vous voulez, bon, vous ne pouvez pas échapper à cette représentation, où se trouve la ressource solaire la plus intense, qu'on exprime par des kilowattheures par kilowatt crête. Le kilowatt crête définit la dimension du champ photovoltaïque, et bien sûr, les kilowattheures, c'est la production de ce champ. Et vous voyez que, vous n'êtes pas surpris, il y a des grandes disparités entre les zones, bien sûr, géographiques, et vous n'êtes pas surpris de voir, j'ai superposé les deux figures, la figure d'ensoleillement, qui exprime au fond la conversion kilowattheure, kilowatt crête, ou pointe, comme on veut, et les zones d'établissement des systèmes centralisés. Vous n'êtes pas surpris de voir qu'au fond, les grandes installations potentielles, attention, potentielles, ce sont des projets, sont localisées dans les zones les plus ensoleillées, que ce soit le sud de l'Afrique, que ce soit l'Australie, que ce soit le nord du Chili, que ce soit le sud des États-Unis. C'est là que se situent bien sûr les ressources solaires les plus intéressantes. Pour ce qui est de la liquéfaction de l'hydrogène, alors bien sûr, c'est une technique parmi d'autres de stockage et de transport. Vous apercevez que, grosso modo, le coût énergétique, le coût énergétique de la liquéfaction d'un kilo d'hydrogène, c'est 12 kWh, ce qui est donc relativement important. C'est-à-dire qu'un projet de 1000 kilotonnes d'an, c'est 12 gigawattheures par an. Alors, production d'électricité photovoltaïque. Donc, si je fais un bilan, au fond, j'ai besoin de 12 kWh par kilo d'hydrogène, 12 kWh pour le liquéfacteur, 50 Wh, vous voyez, pour la purification de l'eau, et donc 60 kWh pour l'électrolyse, qui est donc le poste le plus consommateur. Vous apercevez que compte tenu des ressources solaires, eh bien, suivant la localisation de votre centrale solaire, eh bien, votre dimension change fondamentalement. Le besoin énergétique est le même. Par contre, les durées d'ensoleillement étant plus limitées, on a des tailles de champs solaires, bien sûr, très différents, quasiment de 1 à 2, suivant la localisation, mettons entre la France et puis un pays très fourni en ressources solaires. Alors, si je résume, vous voyez, effectivement, vous voyez donc le dimensionnement des centrales photovoltaïques sont très différentes, tout simplement parce que
les temps d'ensoleillement sont très différents, et donc un électrolyseur pour la même production, un électrolyseur en France qui ferait 60 MW, dans une position où il y a un ensoleillement beaucoup plus important, donc une période d'ensoleillement plus longue, sur une journée ou sur une année, vous aurez des nécessités d'investir sur des électrolyseurs de moindre puissance. Vous voyez, donc un rapport quasiment de 1 à 2, ce qui explique bien, je dirais, les choix de localisation d'un certain nombre d'acteurs en termes de producteurs d'hydrogène. Et si on regarde les aspects investissement, bon, alors bien sûr, investissement, c'est très grossier, mais bon, avec quelques valeurs que l'on trouve dans la littérature, vous apercevez que là encore, entre les différents sites localisés, pour la production centralisée d'hydrogène, on voit bien que les investissements, forcément, sont très dépendants du site de localisation, puisque le site de localisation conditionne le champ solaire, conditionne aussi la puissance des électrolyseurs et des liquéfacteurs. Alors, le résultat global, c'est un coût, ici en dollars, ramené au kilo d'hydrogène. Bon, vous avez ici les valeurs couramment atteintes avec les techniques traditionnelles. Les techniques traditionnelles utilisant soit du gaz naturel, soit du charbon. Bon, vous voyez que des valeurs qui sont proches de 3 $ le kilo d'hydrogène. Et puis, vous avez évidemment là le cas où vous mettez de la captation de CO2, puisque vous restez sur du gaz naturel. Si vous voulez décarboner, il va falloir capter le CO2. Et là, bien entendu, vous avez à ce moment-là une augmentation significative du coût. Et puis, si je m'oriente vers les solutions renouvelables ou nucléaires, les coûts, alors bien sûr, les coûts sont très variables. Bon, vous avez vu que la localisation joue un rôle important. Bon, il y a plein d'autres paramètres qui jouent un rôle important sur l'évaluation du coût. Mais enfin, vous voyez des coûts qui, en moyenne, vont forcément augmenter par rapport aux techniques traditionnelles. Donc, des surcoûts significatifs. Et la solution, surtout en France, il ne faut pas oublier, on a une ressource nucléaire qui permet un coût du kilowattheure électrique relativement compétitif. Ça veut dire aussi que dans les perspectives, il faut bien sûr prévoir, on a vu tout à l'heure, des réseaux gaziers. Des réseaux gaziers qui aujourd'hui en hydrogène sont très très limités et qui, si on veut développer la filière hydrogène, notamment sur un modèle centralisé, il va falloir soit multiplier, soit allonger, grandir ces réseaux, vous voyez, sur des valeurs très significatives de distance, avec des technologies offshore variées, avec des diamètres de gazoducs différents, bien sûr, et une forte dépendance, bien sûr, du coût de l'hydrogène, qui va dépendre fortement, bien sûr, des distances à poursuivre. Vous voyez ici le surcoût associé au système de transport. Et puis, vous pouvez aussi être dans les techniques soit donc gazières, de réseaux gaziers, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, de réseaux maritimes, de tankers, un tanker qui permet de véhiculer de l'hydrogène liquide. Vous voyez, donc ça, ce sont ces barres là qui indiquent des valeurs, des surcoûts au kilo d'hydrogène. Sachant que l'intérêt des techniques ammoniaques, la conversion ammoniaque et la conversion organique, molécules organiques, vous permet de transport avec des surcoûts beaucoup plus faibles. Alors, il y a forcément une compétition entre réseau gazier et transport maritime. On voit bien que sur le transport maritime, probablement, c'est les systèmes liquéfiés qui vont prendre le dessus sur des systèmes de plus courte distance, systèmes de gaz sous pression. Donc, nous allons à nouveau vous poser un autre sondage. Quelles informations sont les plus utiles en priorité pour engager un projet de production d'hydrogène? Alors, est-ce que ce sont les informations financières, les informations techniques ou encore les informations réglementaires, à votre avis, qui sont les plus utiles pour engager un projet de production d'hydrogène?
Les réponses sont assez partagées. Vous êtes 43% à avoir répondu les informations financières et 43% également les informations techniques. En revanche, les informations réglementaires ne sont pas jugées utiles en tout cas les plus utiles, par la majorité d'entre vous, puisque seuls 13% d'entre vous avaient répondu les informations réglementaires. Merci et je laisse la parole à Monsieur Nasri pour cette 4e et dernière partie. Je vous remercie. Oui, alors pour un petit peu vérifier les accessibilités aux matériaux, parce que il est important de définir ce que c'est que les matériaux critiques, qui sont utilisés à la fois dans le durable, donc pour l'électricité décarbonée, pour l'hydrogène décarboné, etc. Donc il est essentiel d'avoir accès à ces matériaux. Alors, le matériau critique, en général, c'est beaucoup plus sa difficulté d'approvisionnement, hein. C'est du métal, c'est du minerai, et c'est des matériaux susceptibles d'entraîner des impacts négatifs, des impacts économiques négatifs. Ils peuvent être rares, mais ils peuvent être aussi abondants, mais trop épars. Donc, créer aussi cette criticité du matériau. Alors, en matériaux rares, on peut parler de cobalt, par exemple. En matériaux abondants, on a du cuivre, du nickel, mais on les situe quand même dans la catégorie des matériaux critiques. Si l'on observe ce schéma qui développe l'électricité décarbonée, donc on développe les matériaux concernés par l'électricité décarbonée. Alors, on voit sur la partie gauche le silicium, exclusivement relié aux installations photovoltaïques dans la première ligne, hein. Donc on observe que effectivement, pour faire du polycristallin, il faut partir sur de la silice qui est abondante, mais qui nécessite quand même, par rapport aux installations électriques, un certain nombre de matériaux, comme le cuivre et l'argent. Et puis quand vous regardez la filière éolienne qui est tentaculaire vers le bas, hein, tout ce qui s'éloigne de la première ligne du photovoltaïque, vous observez qu'on a de la bauxite, des minerais, du cuivre, et il y a même du terbium, hein. Donc tout ça fait que pour construire une nacelle, pour construire une tour, pour construire les pales, on a besoin de la fibre de carbone, on a besoin de concrétiser à travers un certain nombre de minerais, les aimants permanents, la nacelle, etc. Fait que l'aluminium, évidemment par la bauxite, tout cela est convoqué au niveau de l'industrie pour pouvoir réaliser la manufacture donc d'un champ photovoltaïque ou d'un champ éolien. Et donc on a besoin de ces matériaux critiques qui sont forcément sous une demande forte et dont l'impact est majeur aujourd'hui pour la rapidité de cette transition énergétique. Alors, on va voir maintenant l'hydrogène décarboné, ce qu'il en est par rapport à l'électricité décarbonée, hein. L'hydrogène décarboné est scindé en deux, hein, de manière générale. Vous avez, on a vu que la technologie actuelle qui a atteint sa maturité de croisière, c'est les électrolyseurs ou le reformage, avec capture d'hydrogène évidemment, hein, sinon ça n'a pas de sens. Alors on voit qu'au niveau des minerais, on est toujours sur des minerais type zirconium, platine, titanium, cuivre, etc. Et qu'on a besoin de tout cela pour réaliser les échangeurs, les membranes de séparation, les anodes et cathodes qui utilisent énormément de nickel, les membranes pour le zirconium, et on a besoin en fait de tous ces matériaux qui font que si on prend le platine, c'est pour faire de la catalyse, si on prend le nickel, c'est pour faire des électrodes. Donc on a une demande accrue par rapport à ces matériaux et également dans l'hydrogène décarboné. Maintenant, si l'on part sur la pile à combustible, il y a essentiellement le platine, le graphite, et nous avons l'aluminium également pour pouvoir réaliser les réservoirs. Donc on a aussi un défi majeur qui est crucial pour le développement de ces catalyseurs. Concrètement, ça veut dire que ces matériaux rares jouent un rôle suffisamment important pour pouvoir accéder à la réalisation de ce défi. Alors, quand on regarde le développement, enfin, sur les histogrammes présentés, lithium
cuivre, nickel, cobalt, etc., nous avons un certain nombre de couleurs qui indiquent les demandes en matériaux par rapport, par exemple, l'éolien et le solaire photovoltaïque. Alors, on a toujours, c'est une évolution mondiale très forte. Et pour la filière hydrogène, par contre, on doit surveiller l'approvisionnement cuivre, nickel, platine, etc. La technologie de stockage reste les batteries, hein, par exemple. Vous avez le lithium. Pour le cobalt, vous avez aussi c'est un élément clé qui est pour les batteries. Hein. Et donc, tout cela fait que on est amené à développer aussi des échanges internationaux, comme on va le voir maintenant, euh, pour, euh, pour pouvoir assurer des équilibres entre production et usage. Alors, au niveau de ces usages, au niveau du transport, on peut considérer que pour produire entre la production et l'usage, on peut faire du transport par gazoduc sous forme gazeuse haute pression, par exemple, utiliser les éléments existants. Aujourd'hui, par exemple, en Europe de l'Ouest, il y a un réseau de pipeline d'hydrogène qui fait 1600 km, hein, donc c'est un exemple de réalisation qui est prometteur. On peut aussi voir au niveau de la localisation des sites de production. On peut situer que sur ce schéma-là, les éléments importants qui touchent beaucoup plus la Chine, que vous voyez en rouge, hein, le bleu que vous voyez pour l'Amérique du Nord, et vous voyez l'Europe occuper le rang juste au-dessous de l'Asie qui est en bleu clair. Et vous avez la Chine, évidemment, qui domine un peu au niveau de la localisation. Donc, un point important pour la Chine par rapport aux cellules, par rapport aux modules qui viennent, encore une fois, alimenter les électrolyseurs. Et donc, nous avons un équilibre aussi constaté entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sur tout ce qui est production des piles à combustible. Donc ce graphique indique d'une manière un peu sommaire les échanges internationaux qui sont souvent le résultat de conventions bilatérales. Euh, donc c'est soit des échanges technologiques, soit des échanges commerciaux. Il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en ce moment dans le commerce de l'hydrogène. Hein. Tout récemment, il y a eu avec les Allemands des accords avec l'Algérie, avec la Namibie, et on voit que le paysage des échanges énergétiques est très large, hein, comme vous le voyez à travers les différentes liaisons qui sont portées sur le graphique. Alors, on peut imaginer aussi que de nouveaux pays peuvent devenir à cette occasion producteurs et exportateurs de cette énergie, hein, puisque il faut avoir une concentration d'électrolyseurs, comme le disait mon collègue M. Marvillet. Alors, au niveau des échanges internationaux, on voit, même si c'est pas très évident sur le graphique, un déficit de l'Europe vis-à-vis des autres continents. Et cela sur l'ensemble des matériaux que vous observez, comme sur l'Europe. Et ce déficit concerne à la fois la technologie et les matériaux. Donc, un grand défi se présente par rapport à l'Europe pour le développement de ces technologies. On va passer à une question sondage qui est devenue le rituel des intermèdes. Une dernière question avant la conclusion de cette présentation. De quel type est l'usage de l'hydrogène décarboné que vous pourriez envisager dans un proche avenir, transport lourd ou transport urbain? Les véhicules légers, les véhicules usage industriel et aucun. Vous êtes 36% à avoir voté usage industriel, 35% transport lourd. Donc, ce sont vraiment les tendances principales, hein, le transport lourd et les usages industriels. Vous êtes 15% à avoir voté transport urbain et 10% les véhicules légers. Et enfin, 4% d'entre vous n'ont pas envisagé l'usage de l'hydrogène. Bien, donc je vais reprendre la main pour terminer cette présentation.
Donc l'un des derniers points avant d'aborder la conclusion était la problématique des normes, des réglementations. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail actuellement de mise en œuvre de normes, notamment européennes, hein, que j'ai. Alors, je vais être très bref. Les grands acteurs de l'hydrogène sont dans un souci de les développer, alors à la fois de définition de ce qu'est l'hydrogène à faible émission, c'est important puisque ça suppose bien sûr un certain nombre de subventions, d'aides, de soutiens gouvernementaux, et puis bien entendu, et je pense plutôt pour la France, les obligations de sécurité associées à la production d'hydrogène, donc les obligations de type ICPE, par exemple, qui sont essentielles, en tout cas dans nos pays, qui sont assez similaires dans les pays européens. Donc j'en arrive à la conclusion de notre présentation. Si vous voulez, au fond, qu'est-ce qu'on en tire au fond d'une observation des projets? Alors vous avez vu, il y a beaucoup de projets, il y a peu de réalisations quand même. On est plutôt dans le devenir que dans le passé. Ce qui est logique. Malgré tout, ça veut dire malgré tout qu'un projet peut être réalisé, un projet peut être aussi non pas être réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une perspective qui reste encore en question. Et au fond, on voit deux grands domaines. Soit on produit de l'hydrogène de façon centralisée, comme on l'a vu, avec des acteurs qui vont être des acteurs des producteurs, avec producteurs d'électricité, producteurs d'hydrogène, infrastructures de transport, très diverses. Et puis on peut avoir aussi une production décentralisée de plus petite capacité. On voit bien qu'on est probablement dans des usages différents. On est soit, et on l'a vu d'ailleurs avec le dernier sondage, soit sur du transport, et là on peut se penser qu'on est plutôt on peut être dans la production décentralisée, puisqu'on peut très bien avoir, on verra d'ailleurs par la suite, une usine de production localisée, régionalisée, pour un usage local. On peut aussi, sur des gros usages industriels, là forcément on a besoin d'hydrogène qui est conçu, qui est fabriqué dans un ensemble très centralisé, avec des systèmes de transport adaptés. Et puis, est-ce qu'on est éventuellement, j'ai mis marché grand public que certains envisagent, en mettant de l'hydrogène un peu dans les transports, les bâtiments, dans l'industrie, dans le monde urbain. Ça peut être une vision avec bien sûr nécessité d'une grande quantité d'hydrogène produite. Alors, quelles sont les analyses de risque? L'analyse de risque a été faite par des cabinets, et vous voyez ici dans cette analyse de risque, il y a deux risques majeurs. C'est le risque de financement, c'est l'abscisse, la flèche du bas, et d'ailleurs vous l'avez bien noté tout à l'heure. Et puis l'autre risque, c'est le temps de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui peuvent très rapidement apparaître sur le marché quand il y a nécessité, puis il y en a d'autres qui mettront beaucoup plus de temps. Et vous apercevez que les risques importants se situent alors notamment sur les réseaux. On a parlé tout à l'heure d'infrastructure hydrogène, c'est sûr que l'infrastructure hydrogène, ça met du temps et ça coûte cher. C'est de même l'infrastructure CO2, de même l'infrastructure électrique, puisqu'au fond, on est ces trois, la source énergétique et puis les deux vecteurs qui sont ici, ils vont jouer un rôle essentiel dans le déploiement massif de l'hydrogène. Donc on voit bien que c'est quand même qu'est-ce qui sont limités, c'est la mise sur le marché, le temps de mise sur le marché, on peut le comprendre, notamment une infrastructure hydrogène, c'est important, et puis malgré tout, les investissements. Et puis si on descend un petit peu dans cette analyse de risque, on voit ici par exemple là, la partie financement, les risques financement. Et les risques financement, ils vont où? Ils vont notamment, vous voyez, sur la capacité de produire des composants techniques. Alors ici, il y en a beaucoup. Il y a les fuel cells, c'est-à-dire en vert, c'est les fuel cells, c'est les piles à combustible. On va voir ici en bleu les éoliennes. Bon, on sait bien que la capacité de financement, on l'a vu, c'est une limite. Donc, si on veut, au fond, si on essayait de se dire quels sont l'avenir probable, on sent bien que la production décentralisée est quelque chose d'accessible, parce qu'elle met peu en avant des grosses infrastructures, et donc ça intéresse les transports lourds et les transports urbains, avec des équipements sur lesquels il y a quelques risques. On a parlé d'électrolyseurs, de piles à combustible, mais on sait bien qu'actuellement, il y a des développements techniques qui amènent ces produits à maturité.
Et puis, si je suis sur sur la production d'hydrogène centralisée, on voit bien que l'application industrielle va nécessiter des infrastructures importantes, donc des très gros financements. Je dirais que la France a un cas particulier, puisque l'électricité nucléaire étant disponible en France, pour un marché de niche, on peut imaginer que c'est une ressource valorisable et accessible relativement aisément, et peut-être plus que l'importation d'hydrogène. Alors, un exemple, justement, parce qu'au fond, des systèmes décentralisés, j'ai pris un exemple alors d'une société française, euh, sur un site qui n'est pas un site français, mais bon, peu importe, c'est un site, au fond, une petite unité de production d'hydrogène, 2024, toute récente, de capacité, vous voyez, euh, voilà, une dizaine de tonnes par jour, jusqu'à une dizaine de tonnes par jour. Vous voyez les sources d'énergie solaire et éolien, donc tout à fait. Et puis la source d'eau, le réseau. Hein, donc on a du réseau, on a de l'eau disponible. Okay. Donc ça, c'est des installations. On en a une, on a deux en France, deux, trois en France. Donc ce sont des usines qui existent hein, et qui se déploient. Donc décentralisé, un besoin local qui est auquel répond cette usine. Et puis si on regarde les productions, les marchés plus grand public, plus usage, il faut de l'infrastructure, il faut l'importation d'hydrogène ou une réelle disponibilité du parc nucléaire, parce qu'on sait bien que la génération d'hydrogène, c'est beaucoup de ressources électriques à mettre en disponibilité, donc il y a un risque non négligeable. Alors l'exemple que j'ai pris, mais qui est effectivement un exemple de projet, et vous voyez bien qu'on est au stade du projet, c'est typiquement une opération offshore, comme vous le voyez, importante, vous voyez, 400 mégawatts de production d'électrolyseurs, alimentée par des éoliennes, vous voyez, et au fond, eau de mer, donc un problème foncier, mais aussi un problème de ressources en eau. Hein. L'eau est disponible, donc il faut dessaler l'eau et la traiter. Et vous voyez, donc ça, ce sont des projets, de nombreux projets qui sont dans les cartons. La question, c'est, et là pour l'instant, on est en devenir. Hein. Et là, c'est difficile aujourd'hui, au-delà des effets d'annonce, de savoir si ces développements vont se faire dans les prochaines années ou ça reste encore du devenir, et comme dit, l'avenir peut-être lointain. Voilà, je finirai par cette conclusion et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Marvilliers. Merci également à Monsieur Nasri pour cette présentation très intéressante. Alors, on a eu beaucoup de questions. Faut-il prévoir de transporter de l'hydrogène liquide ou à pression élevée ou faut-il privilégier le transport d'électricité et le transformer une fois arrivé sur le lieu d'exploitation? Je pense que je dirais que les deux possibilités, hein, les deux solutions existent. Il est évident que si tout dépend de l'usage. Si on prend un usage de transport, il est clair qu'il va falloir, pour le transport, il va falloir stocker et équiper les dispositifs de transport du stock nécessaire. Le transport, si vous voulez, bon, on peut en discuter. Le transport, c'est une concurrence avec les prix de tout électrique. Mais on voit bien qu'il y a certaines niches de marché où l'hydrogène a un avantage. Je pensais par exemple tout ce qui est maritime, par exemple, où le problème de la recharge des batteries se pose pour la filière électrique. Donc, lorsqu'on a besoin d'une forte autonomie, l'hydrogène a évidemment un intérêt. Donc, effectivement, il faut stocker l'hydrogène, donc il faut transporter l'hydrogène. Après, si vous êtes sur un usage industriel, où là, le besoin est de l'hydrogène vers le site de production, est-ce qu'on produit de l'hydrogène, on le transporte, on l'amène au site de production? Il est probable qu'il vaudrait mieux, pour des raisons à la fois de coût et de sécurité, Production locale. Voilà, faire une production locale. D'accord. Et d'ailleurs, ces réseaux de pipeline gaziers, est-ce qu'ils peuvent être directement utilisés pour transporter l'hydrogène? D'une certaine façon, oui. Actuellement, il y a un stade où on essaye, enfin les acteurs principaux font des essais d'injection dans les pipelines. Et il est question aussi d'avoir des pipelines classiques pour transporter l'hydrogène séparément, mais souvent par une associée à des liquides.
des liquides qui peuvent donc le transporter. D'accord. Alors, autre question, étant donné les principes de la thermodynamique, dans le cas du stockage et du transport de l'hydrogène, on va perdre de l'énergie. Comment peut-on garantir que le rendement soit bon sans pour autant faire augmenter l'impact environnemental de sa production? Ça, c'est la bonne question. Euh, c'est pour ça que j'ai insisté au départ qu'au fond, la motivation majeure, c'est la décarbonation. Et donc, on peut se dire, au fond, l'hydrogène, c'est une solution, c'est un vecteur énergétique qui va permettre de compenser un petit peu les faiblesses du vecteur électrique. C'est-à-dire, bon, c'est pas le vecteur électrique, enfin, l'énergie électrique, on ne sait pas la stocker, alors que l'hydrogène, on peut la stocker. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le rendement global est relativement médiocre. Grosso modo, on va avoir un rendement sur une électrolyse, un rendement de 50%. D'accord. Donc on produit l'électricité et 50% va être transformé en hydrogène, 50% en chaleur. Donc bon. Et puis ensuite, comme vous dites, la compression coûte de l'énergie, ou la liquéfaction encore plus. Et puis, si encore on reconvertit cet hydrogène en électricité, je prends le cas le plus défavorable, rendement d'une pile à combustible, on rajoute un rendement de coût. Et donc, au fond, vous dites, mais oh là là, si j'associe tout ça, c'est pas un rendement extraordinaire. C'est pas un rendement extraordinaire, tout à fait. On a un rendement énergétique bien plus intéressant sur une filière purement électrique. Donc, si vous voulez, comme je dis, s'il n'y avait pas le projet de décarboner, et on voit bien que l'hydrogène a un rôle parce qu'effectivement, elle permet de valoriser l'énergie renouvelable. S'il n'y a pas ce projet décarboné, je pense que l'hydrogène n'aurait pas beaucoup d'avenir, en dehors des applications industrielles où là, l'hydrogène est indispensable. Mais dans un véhicule, même un véhicule lourd, si on fait le bilan énergétique, voilà, c'est bien sûr, on perd beaucoup d'énergie dans toutes les conversions. D'accord. Une autre question concerne la production d'hydrogène par gazéification du bois. Est-ce que c'est possible? Où est-ce qu'on en est de cette possibilité? Oui, c'est une filière. Alors, c'est possible, physiquement c'est possible. La question, est-ce qu'on a les équipements techniques? Je pense qu'on n'est pas encore. C'est possible. Bon, d'ailleurs, on gazifie du charbon pour faire l'hydrogène, donc le biomasse, c'est tout à fait ça. C'est possible. Maintenant, la disponibilité des équipements, voilà, reste. On est probablement encore un peu en retrait sur la disponibilité des équipements. Mais c'est une filière, tout à fait. C'est déjà prototypé, de toute façon. Une question qui concerne les cellules céramiques. Que pensez-vous des cellules céramiques à conduction protonique? Seront-elles aussi compétitives et prometteuses que leurs analogues à conduction anionique? Merci d'avance pour votre réponse. Là, c'est un point de vue très pointu. Je ne sais pas si Nasser a une réponse. Là, je suis un peu sec. Là. Oui, je pense que ça concerne les membranes. Et effectivement, les deux sont des voies prometteuses. Et les deux semblent être à égalité pour le moment, enfin, à ma connaissance. D'accord. Alors, il est 12h15, donc on va peut-être prendre une dernière question. Vous avez été nombreux à poser des questions. On vous remercie pour l'intérêt à ce webinaire. Donc, une question concernant l'hydrogène blanc. On en parle depuis quelques temps. Ouais. Où en est la recherche et quelles sont les découvertes de l'hydrogène blanc? Alors, il y a un grand projet, enfin, il y a un potentiel ressources d'hydrogène blanc dans l'est de la France. En particulier, il y a sûrement d'autres sites. Maintenant, il y a un projet de recherche qui est lancé, justement. Alors, on est à la phase un peu amont d'analyse des ressources, l'exploitation. Et là, je dirais, c'est vraiment un point d'interrogation en devenir. En France, on a un potentiel d'hydrogène blanc. Mais pour l'instant, je dirais que c'est au stade un peu préliminaire, à ma connaissance. À moins que Nasser ait d'autres avis. Oui.
Ben, il y a la région Grand Est où il y a un bon réservoir qui est remis en exploitation après des années de veille. C'est prometteur, c'est prometteur autant que le stockage finalement souterrain, mais ça reste encore un souci d'exploration et d'identification. Donc on n'a pas exactement une idée des réserves et de l'éparpillement de ces possibilités. Ce qui fait que on se rabat toujours sur cet aspect production plutôt que cet aspect exploration, exploitation. Très bien. Bah, Voilà. écoutez, il est 12h17. Je suis désolée, on n'a pas réussi à prendre toutes les questions car vous êtes nombreux à avoir suivi ce webinaire et avoir posé vos questions. Je vous invite à aller faire un tour sur le site des techniques de l'ingénieur et en particulier à regarder la rubrique de Monsieur Marvillier, Monsieur Nasri ainsi que d'autres auteurs liés à l'ENSIAT qui s'appelle j'ai oublié, en gros, qui parle de toutes ces questions de décarbonation, réussir votre transition énergétique. Voilà, c'est le titre de la Fiche rubrique. pratique. Ouais. Des fiches pratiques, voilà, très bien. Il y a beaucoup d'éléments. Voilà, Il y a c'est ça. beaucoup d'éléments sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect hydrogène. Oui, Ceux qui se exactement. posent des questions. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je remercie en particulier nos intervenants Merci. pour les riches échanges. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le site des techniques de l'ingénieur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à toutes Merci. et à tous.